Bonjour. Dans les domaines du management, de la négociation, du leadership ou du développement personnel, comprendre comment les êtres humains interprètent ce qu'ils voient est une compétence clé. Selon la psychologie sociale, nous passons notre temps à chercher des explications. Par exemple, pourquoi un collaborateur a-t-il échoué? Pourquoi un client refuse-t-il une proposition? Pourquoi un partenaire semble-t-il fermé au dialogue? La réponse se trouve dans un mécanisme souvent invisible mais omniprésent qui s'appelle l'attribution causale. Je vous propose donc d'approfondir le concept, les biais, les enjeux concrets en entreprise et dans la relation interpersonnelle, ainsi que des outils pratiques pour améliorer vos décisions et votre communication. Qu'est-ce que l'attribution causale? Développé par Fritz Eder dès 1958, le principe d'attribution causale désigne le processus par lequel les individus expliquent les événements ou comportements en identifiant des causes internes, c'est-à-dire liées à la personnalité, aux efforts ou aux traits, ou externes, situées dans l'environnement, les circonstances ou la société. L'attribution causale est le processus par lequel nous cherchons à expliquer les comportements, les actions ou les événements. Nous formulons des causes, parfois consciemment, souvent automatiquement. Harold Cayley, en 1967, raffine cette théorie avec le modèle de la covariation. C'est-à-dire une cause est attribuée en fonction du consensus, tout le monde réagit ainsi par exemple, de la circonstance, le comportement est-il stable dans le temps, et de la différenciation, est-il spécifique à cette situation. En fait, l'attribution causale est donc le processus par lequel nous cherchons à expliquer les comportements, les actions ou les événements. Nous formulons des causes, parfois consciemment, souvent automatiquement. Ces explications orientent nos jugements, nos émotions, nos réactions, nos décisions professionnelles et nos relations interpersonnelles. Dans un contexte professionnel, ce mécanisme influence directement la performance, le management, la collaboration et la qualité des interactions. Les deux grandes catégories d'attribution causale sont d'abord l'attribution interne ou dispositionnelle. La cause est attribuée à la personne, c'est-à-dire son trait de caractère, ses motivations, ses compétences, ses intentions. Par exemple, il n'atteint pas ses objectifs parce qu'il manque de rigueur, mais aussi par des attributions externes ou situationnelles. La cause vient du contexte, objectif flou, manque de moyens, environnement stressant, imprévu externe. Exemple, elle n'a pas atteint son objectif car le marché s'est brutalement contracté. En fait, ces deux formes d'attribution déterminent nos décisions, l'encadrement, les sanctions, les promotions, les répartitions des ressources, etc., etc. Ce deuxième chapitre aborde les principaux biais d'attribution et leurs effets en milieu professionnel. Nos attributions ne sont pas neutres. Elles sont influencées par des biais cognitifs qui peuvent entraîner des erreurs de jugement parfois lourdes de conséquences. Nous allons aborder 6 biais d'attribution cognitifs et leurs conséquences que cela implique. Le premier biais cognitif, c'est l'erreur fondamentale d'attribution. Alors elle est fondamentale parce que nous surestimons les causes internes et sous-estimons les causes externes dans nos jugements sur les autres. Un impact professionnel catastrophique, c'est juger trop vite un collaborateur, attribuer des erreurs à un manque de volonté plutôt qu'à des conditions de travail, créer de l'injustice perçue. Un exemple, un employé commet une erreur. On peut penser qu'il est négligent, alors qu'il a reçu une charge excessive. Le deuxième biais,
serait le biais acteur-observateur. Nous justifions nos propres comportements par des facteurs externes. Expliquons ceux des autres par des facteurs internes. L'impact professionnel, c'est une incompréhension dans une équipe, c'est un conflit silencieux, c'est des jugements asymétriques. Exemple, je n'ai pas rendu le dossier à temps car j'étais surchargé. On peut penser que s'il ne l'a pas rendu, c'est qu'il ne s'organise pas. Le troisième biais serait celui du biais de l'autocomplaisance. Nous valorisons nos réussites, ça c'est une cause interne, et atténuons nos échecs, ça c'est une cause externe. Alors l'impact professionnel, c'est une mauvaise auto-évaluation d'une part, c'est des difficultés à progresser, et c'est des tensions entre le service. C'est la faute du marketing, c'est la faute du production, c'est la faute, etc., etc., etc. Le quatrième biais serait le biais de correspondance. Nous croyons que le comportement reflète forcément la personnalité. Alors l'impact professionnel, c'est une mauvaise interprétation, des erreurs de recrutement peut-être, ou ce sont des stéréotypes professionnels qui ne sont pas toujours justes. Le cinquième biais est le biais de confirmation. Dans ce cas-là, nous recherchons des informations confirmant nos croyances. Donc l'impact professionnel, c'est un biais en entretien d'embauche, par exemple, une évaluation qui est biaisée, justement, et c'est souvent une résistance au changement. Le sixième biais et dernier biais, c'est le faux consensus. Nous croyons que nos opinions sont majoritaires. Donc là, l'impact professionnel est important puisque c'est une résistance aux points de vue divergents. C'est des décisions stratégiques mal calibrées et c'est des difficultés à gérer la diversité. Pourquoi ces biais apparaissent-ils ? Eh bien parce qu'ils répondent à des besoins psychologiques. Je vous en présente 4 qu'on retrouve régulièrement dans le monde professionnel. Le premier de ces besoins serait de simplifier un environnement complexe parce que le monde professionnel regorge d'informations, décisions rapides, urgences, interactions multiples. Le deuxième besoin, ce serait de maintenir une cohérence personnelle. Nous aimons penser que nous comprenons les autres. Le troisième besoin, une protection de notre image, une attribution interne pour nos succès renforce notre confiance. Et en fin de compte, c'est de gérer notre charge mentale. Les raccourcis cognitifs permettent d'aller plus vite, parfois trop vite. Le quatrième chapitre concerne l'application concrète dans les métiers. Cette partie est spécialement conçue pour les managers, les négociateurs, les leaders, RH et les personnes en développement personnel. Alors, concernant les managers, l'attribution causale influence sur l'évaluation des performances, la gestion des conflits, le leadership, la motivation des équipes et la répartition des responsabilités. 2 exemples. Le premier, attribuer un échec à un manque de compétences plutôt qu'à une surcharge de travail peut démotiver un collaborateur. Deuxième exemple, comprendre les causes externes permet un management plus juste et plus efficace. Concernant le négociateur, l'attribution façonne l'interprétation des intentions de l'autre. L'effet, c'est que une mauvaise attribution peut conduire à l'escalade du conflit. Une attribution interne exagérée, par exemple ils sont de mauvaise foi, bloque la négociation. La compétence clé, c'est de toujours tester plusieurs hypothèses explicatives. Concernant les leaders, et notamment le leadership, les grands leaders sont capables d'éviter les jugements hâtifs, de comprendre le contexte global, d'interpréter les comportements sans stigmatiser et d'inspirer par la justesse de leur analyse. Et concernant le développement personnel, comprendre l'attribution causale permet de mieux se connaître, de corriger ses propres biais, de développer un jugement plus nuancé et d'améliorer son intelligence émotionnelle.
Le chapitre 5 aborde comment améliorer ses attributions. Alors je vais vous le présenter sous forme de techniques pratiques que vous pouvez appliquer. Voici des outils concrets pour les professionnels. Premier outil, c'est la règle des 3 causes possibles. Avant de conclure, formulez 3 explications alternatives. La deuxième, c'est le questionnement systémique, c'est-à-dire examiner ces contextes, examiner le contexte, l'interaction, les contraintes, les objectifs. Le troisième élément, c'est le recadrage cognitif, changer volontairement de point de vue. Le quatrième élément, c'est la suspension du jugement, reporter la conclusion jusqu'à obtenir plus d'informations. Cinquième élément, c'est la communication non violente, permet de distinguer des faits, des interprétations, des besoins, des demandes. Et enfin, le sixième élément, c'est l'écoute active, qui permet de réduire les erreurs causées par des hypothèses erronées. Le sixième chapitre, c'est l'enjeu stratégique pour l'organisation. Effectivement, une meilleure compréhension des attributions conduit à des décisions plus justes, une meilleure équité perçue, moins de conflits, un engagement renforcé, une culture professionnelle plus saine. Les entreprises qui forment leurs équipes à ces mécanismes gagnent en performance, en cohésion et en qualité de relation client. En conclusion, je dirais que maîtriser l'attribution causale est un atout majeur pour les managers, les leaders, les négociateurs, les professionnels RH et toute personne en développement personnel. En fin de compte, c'est comprendre comment nous interprétons le monde et pourquoi ces interprétations peuvent parfois être biaisées ou incomplètes. Développer cette compétence transforme la qualité des relations humaines, améliore les décisions, apaise les tensions et renforce l'efficacité individuelle et collective. Dans le chapitre suivant, je vais vous présenter quelques exemples concrets par métier que nous appliquons effectivement en intervention chez nos clients. Le chapitre 7 est consacré à des exemples concrets par métier: management, vente, négociation, coaching, formation, consulting. Je commence par un exemple en management, ce serait la performance insuffisante, un collaborateur qui n'atteint pas ses objectifs. L'attribution interne, c'est-à-dire la pensée du manager, ça pourrait être « il manque de motivation ». L'attribution externe, c'est les objectifs étaient irréalistes et les outils insuffisants. Le risque, c'est un jugement interne hâtif qui peut démotiver ou générer de l'injustice. Le bon réflexe, c'est d'analyser les facteurs organisationnels avant de conclure. Un facteur clé dedans, c'est le SMART. L'exemple 2, c'est le conflit entre deux collègues. Le manager pense qu'ils ne s'entendent pas car ils ont des caractères opposés. Mais l'analyse révèle qu'une surcharge et un manque de clarté dans les rôles. L'apport de l'attribution causale, c'est éviter de psychologiser un problème structurel. Si je prends l'exemple de la vente, premièrement, l'objection client. Un commercial pense que le client refuse de signer parce qu'il est difficile. En réalité, il manque d'informations ou le budget est gelé. L'impact, c'est une mauvaise qualification du besoin, donc la perte de la vente. Dans ce cas-là, c'est la découverte qui n'a pas été faite de façon approfondie. L'exemple 2, c'est le prospect froid. Un vendeur considère « il ne me rappelle pas » parce qu'il n'est pas intéressé, mais le vrai frein, c'est qu'il a une surcharge de travail ou un planning qui est inadapté et qui ne lui permet pas de répondre tout de suite. L'apport, c'est multiplier les hypothèses pour ajuster les relances. Un exemple en négociation, c'est le blocage apparent par exemple. Un négociateur pense qu'ils sont de mauvaise foi, alors qu'en réalité, il manque de marge de manœuvre externe. C'est une interprétation interne qui alimente le conflit. Une concession tardive, le négociateur attribue, ils veulent nous manipuler, mais la cause réelle, c'est l'attente de validation interne. L'apport, c'est de distinguer stratégie réelle et contrainte organisationnelle. C'est un élément qu'on rencontre souvent quand on a affaire à des grands comptes. Exemple en coaching.
L'exemple 1, ce serait le client manquant de confiance. On pourrait penser qu'il est bloqué car il a peur, mais il découvre en réalité qu'il a un environnement toxique et un manque de soutien externe. L'effet, c'est une lecture plus fine qui permet un accompagnement adapté à la situation et à la personne. L'exemple 2, c'est la résistance au changement. L'attribution interne, rapide, il ne veut pas progresser. La cause réelle possible, c'est l'absence d'outils, manque de clarté et peut-être de la fatigue. L'apport, ce serait d'ouvrir des perspectives et explorer les systèmes. Un exemple en formation. C'est des participants peu engagés. Alors, le formateur peut penser qu'il ne s'intéresse pas. La réalité, c'est qu'il est épuisé, inquiet ou surchargé. Peut-être qu'il a beaucoup de travail à l'extérieur et qu'il a du mal à suivre. L'exemple 2, c'est le groupe dissipé. Alors, on peut dire que ce groupe manque de discipline. La raison authentique, c'est des durées trop longues, manque de pause, objectifs mal introduits. L'apport, c'est d'ajuster l'ingénierie pédagogique. Et enfin, des exemples en consulting, par exemple la résistance d'une équipe. Il refuse le changement par inertie, c'est ce que peut penser le consultant, mais l'analyse révèle que le projet mal expliqué des bénéfices non visibles. Exemple, le projet non adopté, l'attribution interne, le client n'est pas structuré. La vérité, c'est qu'il y a une absence de sponsor fort ou de priorité politique en jeu. L'apport, c'est une analyse non biaisée qui améliorerait la réussite des missions. Le chapitre 8 propose des expériences en formation, coaching et consulting. Cette section propose des expériences concrètes et vécues. Elles ont la particularité d'avoir intégré l'attribution causale, donc afin d'améliorer la compréhension, la communication et l'efficacité des actions menées. La première expérience que je vous propose, c'est une présentation au groupe de l'intervention. C'est un exercice simple pour éviter les erreurs d'attribution chez les formateurs. Il y a 4 étapes. La première, ce serait de clarifier les objectifs, les attentes et la consigne. Le deuxième, c'est d'observer les comportements du groupe sans interpréter. La troisième, c'est interpréter, justement, uniquement après avoir recueilli les informations. Quatrièmement, c'est d'ajuster l'animation ou les activités en fonction de la situation réelle. Un groupe semble désengagé. Avant de conclure qu'il manque de motivation, c'est trop facile de dire ça d'ailleurs, je vérifie la fatigue, la durée de l'activité, les consignes et le climat du groupe. Un deuxième sujet serait l'analyse des causes multiples. Cela permet de traiter des difficultés d'apprentissage en intégrant l'attribution interne et externe. Alors je vais me servir des causes individuelles qui sont internes, des causes pédagogiques qui sont externes, des causes organisationnelles qui sont externes et des causes émotionnelles qui sont à la fois internes et externes. L'usage, c'est idéal pour comprendre les difficultés d'un apprenant sans tomber dans des jugements stériles. Le module que je vous présente maintenant, c'est l'expérience d'intervention en coaching. Alors, cette expérience se situe sur 3 niveaux d'attribution. L'attribution sur la personne, l'attribution sur la relation et l'attribution sur le contexte. Alors, c'est utile surtout pour accompagner un client dans la compréhension d'une situation problématique. Donc, dans ces 3 étapes, la première, c'est la personne. Quels traits, croyances ou compétences influent la situation ? Deuxième étape, c'est la relation. Quelle dynamique avec l'autre acteur joue un rôle ? La troisième, c'est le contexte. Quel environnement, quelle pression ou contraintes interviennent ? L'application, c'est le coach qui aide le client à explorer ces 3 niveaux pour élargir son champ de perception et éviter l'autoblâme ou le blâme d'autrui. Une deuxième expérience que je vous présente, c'est du récit à la réalité, utile pour distinguer les faits des interprétations. C'est un processus en 5 étapes qui part du récit. Qu'est-ce qui se passe selon vous ? C'est une question ouverte.
Le deuxième, c'est le fait que peut-on vérifier objectivement. Donc c'est du factuel. Le troisième étape, c'est une interprétation. Que supposez-vous? L'interprétation de la relation. La quatrième étape, c'est l'hypothèse alternative. Quelles autres explications sont possibles? Et la cinquième étape, c'est l'action constructive. Qu'est-ce qu'on décide maintenant? Le bénéfice, c'est que le client développe une vision plus juste et plus apaisée des situations. Pour cela, nous utilisons des outils de questionnement appropriés et des outils d'intelligence émotionnelle pour faire la séparation entre le factuel, les sentiments et les opinions. Je vous présente le chapitre suivant qui est l'expérience d'intervention en consulting. Alors la première expérience est un diagnostic 360 degrés des causes. Alors c'est utile pour faire des audits, des analyses d'équipe ou des projets de transformation. La structure est composée de 4 étapes. La première, c'est les causes humaines internes, donc les compétences, les motivations, la culture. La deuxième, c'est les causes structurelles externes, organisation, processus. La troisième, c'est les causes techniques externes, outils, technologie. Et la quatrième, c'est les causes stratégiques externes, vision, priorité. Alors je parle d'étapes, mais en fin de compte, c'est surtout des cases, parce que ce qui est important dans une conversation, c'est d'écouter son client et de le faire parler. S'il désire parler des causes techniques d'abord, et ben on part sur les causes techniques. Et s'il le décide d'abord, c'est peut-être que c'est un point qui l'intéresse particulièrement. À vous de remplir maintenant toutes les cases de façon à avoir le maximum de renseignements pour lui donner le conseil judicieux. Alors, cette approche évite de blâmer les individus quand le système est en cause. Remarque, savoir prendre du recul dans un questionnement à majorité factuelle. L'expérience numéro 2, c'est une hypothèse croisée. Des hypothèses croisées, c'est une méthode utilisée en consulting pour limiter les interprétations hâtives. Alors pareil, 5 étapes. D'abord, identifier l'hypothèse principale du client. Donc c'est toujours du questionnement. Formuler 2 à 3 hypothèses alternatives. Tester objectivement chaque option, c'est la troisième étape. La quatrième, c'est évaluer l'impact potentiel dans chaque cause. Recommander des solutions adaptées. Exemple, dans le cas de la baisse de la performance, n'était pas forcément liée à un manque de motivation interne, donc c'est des attributions causale interne, mais elle découlait d'un nouveau logiciel mal intégré. C'est une attribution causale externe. Après vous avoir présenté des cas professionnels, je vous présente ici 2 exemples complets en formation. Alors ces exemples, le but c'est de vous présenter une progression pédagogique légère, mais c'est surtout de vous présenter l'attribution causale interne et externe, de façon que vous voyez l'application que nous faisons de cette approche. Alors, dans le premier cas, il s'agit de la gestion d'un participant démotivé, et dans le deuxième cas, il s'agit de la gestion d'un participant dominateur et perturbateur. Voilà, vous avez ces 2 faits qui vous donnent quelques indications sur l'attribution causale. Je vous présente également une étude de cas complet, c'est-à-dire une résistance à une nouvelle méthode d'apprentissage. Alors, je vous la présente parce que elle a la particularité d'avoir une grille d'analyse sur l'attribution causale. Donc, vous allez voir, à partir des faits, il y a une analyse, etc., ce qui vous donne un peu plus de compréhension de cette analyse causale, donc les interventions qui ont eu lieu, le plan d'action proposé et les résultats que nous avons eus au bout de 6 semaines et l'apprentissage global qui s'est passé. Je vous joins également une grille d'analyse de l'attribution globale, mais cette fois-ci générale, version professionnelle, qui peut s'attribuer d'ailleurs en tout, en management, en coaching, en formation, etc., où là, on n'a que les généralités. Alors,
Nous vous joignons cette grille parce que peut-être elle peut vous servir déjà pour vous-même et peut-être dans le cas de votre profession. Donc si vous utilisez cette grille, on vous met une petite indication, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez cette grille, lorsque vous analysez par exemple un comportement, un conflit, un échec ou un succès, passez les cases dans l'ordre pour éviter les conclusions rapides. Revenez aux faits si vous sentez un jugement trop fort. Utilisez-la en entretien, en réunion, en coaching individuel ou en analyse d'équipe. Voilà, j'espère que ça vous servira. Alors, sachez que je ne vous les présente pas oralement, vous pouvez les trouver, vous pouvez trouver l'ensemble sur le post qui est sur mon site internet, donc je vais vous mettre le lien, de façon que vous puissiez y accéder, parce que présenter un tableau de façon vocale, c'est plutôt compliqué. Je préfère, si vous en avez envie, hein, d'aller voir un peu ce qu'on a fait au niveau de ces interventions. Le mot de la fin. Alors, vous remarquerez que pour bien utiliser l'attribution causale, il est nécessaire de posséder plusieurs outils différents. D'abord, il est nécessaire de travailler, mais je ne reviendrai pas dessus parce que vous savez que vous n'avez rien sans travail. Donc, travailler sur l'attention et la conscience. Je vous ai mis un lien pour un post que j'ai fait qui vous donne quelques indications un peu plus complètes sur ce domaine. Et n'oubliez pas toute l'importance de cette prise de conscience. Sans elle, de toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Ensuite, les bases de la communication. La communication est importante puisque c'est comme ça que vous ressentez les personnes et comme ça que la personne va vous ressentir. Donc là, dans ce domaine-là, il est important d'avoir une communication qui soit en coordination par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc notamment obtenir une relation productive, c'est-à-dire créer un climat de confiance. Et donc la partie émotionnelle est particulièrement importante parce qu'elle régit les relations avec les autres et aussi avec soi-même. Après, c'est du spécifique. Suivant les personnes, les situations, les objectifs, vous allez utiliser peut-être d'autres techniques d'approche. Je vous parlais de l'analyse transactionnelle, mais il peut y avoir de la PNL, progression neuro-linguistique, il peut y avoir plein de choses, hein, l'hypnose érectionnelle, il peut y avoir la CNV, la communication non violente et bien d'autres choses. Je vous ai mis donc cette grille d'analyse professionnelle qui vous permet d'avoir une ligne de conduite. À vous après de l'adapter suivant ce que vous allez en faire. Ce que je vous donne, c'est une base. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disposition pour en parler. Cela peut se faire en visio ou par téléphone, ou je peux vous rencontrer. Pour cela, contactez-moi, vous avez le lien. En tout